Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, au Niger, l'uranium change de destination et s'ouvre au marché international. En Guinée-Bissau, une délégation de la CEDEAO sur les lieux pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et puis en Ukraine, Volodymyr Zelensky à Paris, un rendez-vous diplomatique sous haute tension. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre cette édition à Niamey, capitale nigérienne, qui crée la surprise en annonçant que son uranium sera désormais écoulé sur le marché international. Une décision majeure qui pourrait rebattre les cartes géopolitiques et économiques du secteur nucléaire. Entre quête de souveraineté et repositionnement stratégique, le Niger choisit d'affirmer son indépendance dans la gestion de ses ressources. Extrait TV5 Monde. Le Niger digne met sur le marché international sa propre production. Sans donner de précision sur ce convoi, la télévision d'État nigérienne s'est fait l'écho du versant officiel de cette histoire. Ce dimanche, le régime militaire du général Tiani a annoncé mettre sur le marché international l'uranium produit par la Société des mines de l'Aïr, la Somaïr, une filiale du groupe français Orano, nationalisée en juin dernier par Niamey. Depuis, un bras de fer oppose le Niger au groupe industriel qui a engagé plusieurs procédures d'arbitrage international pour récupérer environ 1300 tonnes de yellow cake, ce concentré d'uranium entreposé jusqu'alors à Arlit et représentant une valeur marchande d'environ 250 millions d'euros. Dans un communiqué, Orano a réagi au déplacement récent du minerai. Ce transport contrevient à la décision prononcée en faveur d'Orano le 23 septembre 2025. Le tribunal arbitral avait enjoint à l'État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tiers de l'uranium produit par la Somaïr. Pour de nombreux observateurs, la destination du minerai est le moins mystérieux dans cette affaire. Si le pouvoir nigérien a d'abord envisagé l'Iran ou la Chine comme acheteurs du stock d'uranium issu des mines d'Arlit, c'est avec la Russie que la discussion a abouti. Le 28 juillet dernier, le ministre de l'Énergie, Sergueï Tsivilyov, rencontrait le général Tiani à Niamey et exprimait le souhait. En Guinée-Bissau, une délégation de haut niveau de la CEDEAO est arrivée ce lundi à Bissau. Objectif, rencontrer les nouvelles autorités ainsi que les acteurs politiques et civils pour évaluer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel après les récents bouleversements. Suivez ce extrait d'Africa News. En Guinée-Bissau, une délégation de haut niveau de la CEDEAO est arrivée ce lundi dans la capitale. Dirigée par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, le bloc régional est composé de chefs d'État et de représentants du Sénégal, du Cap-Vert et du Togo, venus rencontrer les nouvelles autorités.
La solution pour le retour à l'ordre constitutionnel est de continuer à collaborer avec la CEDEAO. Un délai d'1 an avait été fixé pour la fin de la transition, mais la question sera soumise à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 14 décembre prochain. En fonction de cette décision ou de celle qui en découlera, nous saurons quelles seront les prochaines étapes. La Guinée-Bissau a connu de nombreux coups d'État depuis son indépendance du Portugal en 1974. Le dernier en date a eu lieu le 26 novembre dernier, peu avant l'annonce des résultats des élections présidentielles et législatives. La nouvelle junte a désigné le général Hortan Tam, jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, à la tête de la transition censée durer 1 an. Bras de fer diplomatique entre Pretoria et Washington. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa réagit fermement aux déclarations de Donald Trump qui menace d'exclure l'Afrique du Sud du prochain sommet du G20. Une prise de position qui ravive les tensions entre les deux pays et soulève des inquiétudes au sein de la communauté internationale. Capsule vidéo Africa News. L'impression en Ukraine, c'est vraiment que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Emmanuel Macron l'a dit, il n'a donné aucun signe. Le président russe n'a même pas accepté un cessez-le-feu partiel. Et puis rappelons-nous, quand ce plan en 28 points qui était tellement favorable à la Russie a été publié ou fuité aux médias, la réaction de Vladimir Poutine a été de dire que c'était un bon début, sous-entendant qu'il voudrait que ça aille encore plus dans le sens de ce que voudrait la Russie. Alors si les négociations avec les Américains, comme l'affirment les Ukrainiens, sont allées plutôt dans le sens de prendre en compte des demandes de Kiev, il y a toutes les raisons de penser que cela ne satisfera pas Vladimir Poutine. Et même si le plan en 28 points avait été présenté dans l'État et accepté par les Ukrainiens, il y a 3 jours à Bichkek, Vladimir Poutine a encore une fois questionné la légitimité de Volodymyr Zelensky en tant que président de l'Ukraine parce qu'il n'y a pas eu d'élection à cause de la guerre et son mandat devait se terminer au bout de 5 ans, ce qui laisse entendre qu'il ne signerait pas un quelconque document avec le président ukrainien. Alors avec qui pourrait-il signer un accord de paix? Et puis, de manière un peu plus sinistre, d'autres montrent et argumentent qu'en Russie, il y a une militarisation de la société qui va jusque dans les écoles primaires. Le pays est vraiment sur un pied de guerre. L'économie est absolument sur un pied de guerre et elle a subi des pertes absolument énormes. Des dizaines de milliers de soldats sont morts et il y a vraiment la question de est-ce que la Russie pourrait survivre, le régime de Vladimir Poutine, je devrais dire, pourrait survivre à une paix qui ne serait pas une victoire absolument totale pour la Russie. Beaucoup pensent que c'est juste impensable en fait pour le maître du Kremlin. À Kiev, l'heure n'est pas à l'optimisme. À la veille de la rencontre entre l'émissaire américain et le président russe, la défiance gagne les esprits. Beaucoup redoutent que ces échanges ne traduisent pas par des concessions lourdes de conséquences pour le pays. Suivez cet extrait sur France 24. Cyril Ramaphosa s'exprime suite à l'annonce de Donald Trump d'exclure l'Afrique du Sud du sommet du G20 de l'année prochaine. Une menace rejetée par le président sud-africain qui réaffirme le statut de son pays en tant que membre fondateur du groupe. En début de semaine, nous avons officiellement remis la présidence du G20 pour 2026 aux États-Unis dans le respect du protocole diplomatique approprié. Il y a quelques jours, le président Donald Trump a déclaré que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée au G20 aux États-Unis. Il a répété des affirmations mensongères concernant un génocide contre les Afrikaners et la confiscation des terres des Blancs dans notre pays. And the confiscation of land from white people in our country. We must make it clear that South Africa is one of the founding. Nous devons préciser que l'Afrique du Sud est l'un des membres fondateurs du G20 et qu'elle en est donc membre à part entière. Nous continuerons à participer en tant que membre à part entière, actif et constructif du G20. To participate as a full, active and constructive member of the G20. Le président a souligné que malgré la rupture diplomatique... Toujours en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce lundi à Paris, déterminé à renforcer le soutien international à l'Ukraine.
Cette visite intervient à la veille de la rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine, au cours de laquelle la dernière version des propositions de Washington devrait être présentée. Une étape cruciale dans la recherche d'une issue diplomatique au conflit en cours. Suivez cet extrait de France 24. Est mis chaque jour davantage sous pression par la Russie qui multiplie les attaques aériennes. Alors que Steve Witkoff présentera lui demain à Vladimir Poutine les propositions américaines pour arrêter la guerre, que sait-on? Ce soir, avons-nous davantage d'éléments sur l'état des négociations? Pas vraiment, sinon qu'il n'y a pas à ce stade de plan finalisé, du moins sur l'épineuse question des territoires. Écoutez Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens, reconnus par le droit international et elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. On vit des jours particuliers et la situation peut évoluer à tout moment. Hier, il y a eu des discussions de la délégation ukrainienne aux États-Unis. Demain, le représentant du président américain se rendra en Russie. Nous essayons de toutes nos forces de mettre fin à cette guerre. Il faut y mettre fin dignement. Et si tout le monde travaille dans ce sens, activement, mais aussi honnêtement, pour la paix, pour des garanties de sécurité, alors nous arriverons à nos fins. Pour l'Ukraine, pour l'Europe, mais aussi, j'en suis sûr, pour les États-Unis et pour l'intérêt supérieur du monde libre, de la démocratie. Direction Kiev où l'on retrouve Gulliver Crack pour France 24. On reste un peu sur notre faim, Gulliver. Est-ce parce qu'on ne croit pas vraiment côté ukrainien à une quelconque avancée de la part de la Russie ? Oui, l'impression en Ukraine, c'est vraiment que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Emmanuel Macron l'a dit, il n'a donné aucun signe et le président russe n'a même pas accepté un cessez-le-feu partiel. Et puis rappelons-nous, quand ce plan en 28 points qui était tellement favorable à la Russie a été publié ou fuité aux médias, la réaction de Vladimir Poutine a été de dire que c'était un bon début, sous-entendant qu'il voudrait que ça aille encore plus dans le sens de ce que voudrait la Russie. Alors si les négociations avec les Américains, comme l'affirment les Ukrainiens, sont allées plutôt dans le sens de prendre en compte des demandes de Kiev, il y a toutes les raisons de penser que cela ne satisfera pas Vladimir Poutine. Et même si le plan en 28 points avait été présenté dans l'État et accepté par les Ukrainiens, il y a 3 jours à Bichkek, Vladimir Poutine a encore une fois questionné la légitimité de Volodymyr Zelensky en tant que président de l'Ukraine parce qu'il n'y a pas eu d'élection à cause de la guerre et son mandat devait se terminer au bout de 5 ans, ce qui laisse entendre qu'il ne signerait pas un quelconque document avec le président ukrainien. Alors avec qui pourrait-il signer un accord de paix? Et puis, de manière un peu plus sinistre, d'autres montrent et argumentent qu'en Russie, il y a une militarisation de la société qui va jusque dans les écoles primaires. Le pays est vraiment sur un pied de guerre. L'économie est absolument sur un pied de guerre et elle a subi des pertes absolument énormes. Des dizaines de milliers de soldats sont morts et il y a vraiment la question de est-ce que la Russie pourrait survivre, le régime de Vladimir Poutine, je devrais dire, pourrait survivre à une paix qui ne serait pas une victoire absolument totale pour la Russie. Beaucoup pensent que c'est juste impensable en fait pour le maître du Kremlin en ce moment. Et même sans penser cela, il y a évidemment aussi le constat qu'en ce moment la Russie avance sur le champ de bataille, n'a pas vraiment intérêt à négocier une paix alors que ses troupes ont vraiment l'avantage en ce moment sur le champ de bataille. Et en revanche, il a clairement tout avantage à jouer la montre, à faire semblant de participer un tant soit peu à un processus de paix pour éviter le durcissement des sanctions. La Russie, dites-vous Gulliver, avance sur le champ de bataille. C'est effectivement ce que montrent les chiffres de l'Institut américain pour l'étude de la guerre en ce 1er décembre.
Absolument. Les chiffres pour le mois de novembre montrent que la Russie a pris 2 fois plus de territoire pendant le mois de novembre que pendant les mois de octobre et septembre avant. 505 km² de territoire ukrainien nouvellement occupé par les Russes au mois de novembre. Il faut noter que 40% des territoires qui ont été nouvellement pris n'étaient pas dans le Donbass, qui est la zone prioritaire pour les forces de Vladimir Poutine, mais bien dans la région des Zaporizhzhia, autour de la ville. L'Indonésie, frappée par des inondations et des glissements de terrain, déplore plus de 630 morts et près d'un demi-million plutôt de déplacés. Dans ce contexte dramatique, la priorité reste l'acheminement urgent de nourriture et des secours vers des zones complètement isolées. Ces intempéries meurtrières s'inscrivent dans un bilan régional déjà lourd avec près de 12 000 victimes recensées à travers l'Asie du Sud-Est et de la Sri Lanka. Suivez cet extrait sur France 24. Sur ces images satellites, on voit l'ampleur des dégâts en Asie du Sud-Est, frappés par des inondations et des glissements de terrain. Plus de 1000 personnes sont mortes, selon les derniers bilans provisoires du 1er décembre 2025. Des centaines de personnes sont portées disparues dans des zones souvent difficiles d'accès. Ini rumah saya, rumah pribadi. Keluarga di sini 9 orang kerja. Piala habis semuanya, nggak ada yang terbawa keluar. Parmi les zones les plus fortement touchées, on trouve ces 2 villages, situés à Sumatra, en Indonésie. Et au milieu des décombres, les habitants ont retrouvé le corps d'un éléphanteau. C'est une espèce en danger d'extinction qui vit normalement dans la forêt et que les habitants n'avaient jamais vu ici auparavant. Sa carcasse aurait été ramenée dans le village en même temps que des troncs déracinés. L'image du corps du jeune éléphant a été relayée dans la presse locale, illustrant l'importance et la violence des glissements de terrain dans cette zone. Balok-balok gelondongan ini yang datang nih, banyak kali datang kemari. Au total, 4 pays ont été touchés par ces récents phénomènes météorologiques. L'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Sri Lanka. En fait, une grande partie de l'Asie est en pleine période de mousson, des pluies intenses qui peuvent entraîner des crues. Et le phénomène a été exacerbé par d'importantes tempêtes tropicales qui ont frappé la région à partir de fin novembre. Et puis pour clôturer cette édition, l'administration Trump annonce le redéploiement de navires, d'avions et de drones sur les frontières sud, l'Amérique centrale et les Caraïbes dans le but affiché de renforcer la lutte contre les cartels de la drogue. Mais derrière cet objectif sécuritaire se profile une réalité économique. Cette stratégie ouvre un vaste marché pour l'industrie américaine de défense, les start-up technologiques et les spécialistes de l'intelligence artificielle qui voient dans la guerre anti-drogue de nouvelles opportunités lucratives. Chers amis internautes, nous voilà à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.